Mademoiselle, messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission Onde de choc de la Une TV avec pour invité phare aujourd'hui Jeannette Sieman. Jeannette Sieman, cette femme que vous voyez là, d'origine allemande, c'est la compagne de Stan Mayo. Stan Mayo, c'est un homme que vous connaissez bien si vous faites partie de la résistance, très connu notamment sur les réseaux sociaux. Cet ancien gendarme en centre pénitentiaire aujourd'hui pour incitation à la désobéissance de militaires. Il est donc incarcéré. Sa femme, en tout cas sa compagne ici présente, a décidé de s'adresser à Une TV pour rétablir un certain nombre de vérités. Elle l'a fait en connaissance de cause. D'abord, première question, Jeannette, pourquoi avez-vous choisi la Une TV pour vous exprimer? Je pense que c'est un excellent moyen de rétablir la vérité, parce que tout ce qu'on peut lire dans les médias officiels, forcément, ça ne correspond pas du tout à la vérité. Donc, je suis enchantée d'avoir l'occasion aujourd'hui de pouvoir m'exprimer chez vous. Alors, Stan Mayo, on le sait, a une réputation sulfureuse. Aujourd'hui, il est en prison. Tout d'abord, quelles sont ses conditions de détention aujourd'hui? C'est pas terrible, hein. Les conditions de détention, il est toujours en quartier arrivant, hein. C'est-à-dire, il était arrêté le vendredi 13 août 2021. Il est toujours, à l'heure actuelle, en quartier arrivant, c'est-à-dire, il est réveillé 3 fois la nuit, à minuit, à 3 heures, à 5 heures du matin. Ils ouvrent la porte, ils allument la lumière pour voir s'il ne s'est pas suicidé. Donc, c'est déjà quelque chose. Je ne sais pas si on peut tenir sur du long terme avec un traitement comme ça. Après, il est végan en principe. En prison, on peut avoir un régime végétarien au moins, mais ils ne veulent pas entendre parler à Moulin-Isère où il est incarcéré. Donc, je ne sais pas non plus pourquoi ça pose problème. Je pense que c'est pareil dans toutes les prisons en France. Donc là, on lui refuse le régime végétarien et sa santé se dégrade méchamment. Alors justement, Ouais. on va revenir sur le pourquoi de cette incarcération, je dirais plutôt de ces incarcérations, puisque là, en l'occurrence, c'est la deuxième en très peu de temps. On va y revenir un peu plus tard. Mais je voudrais savoir, vous, Jeannette, votre état d'esprit aujourd'hui par rapport à cela. Mon état d'esprit, mais on n'a pas le choix que de se battre, de continuer à rester positif malgré tout. Et surtout quand on sait qu'on n'a rien à se reprocher, on est très bien dans ses baskets. Maintenant, je ne vais pas vous cacher que c'est dur. Toujours de subir des incarcérations sur des fausses accusations, c'est vraiment insupportable. Et il faut qu'il se passe quelque chose, hein, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas Quand vous dites, continuer comme ça. Parce que pour Stan, c'est la 5e incarcération, toujours pour la bonne cause. alors Et il y a toujours des justement, inventions, parce que là, il s'agit vraiment des inventions, des malversations judiciaires, des machinations judiciaires. Donc, si vous voulez, on peut en parler de ce qui le concerne justement, maintenant. bah oui, parce que vous parlez de ces 5 incarcérations. On peut commencer peut-être de façon rétroactive, c'est-à-dire la dernière en date, là en l'occurrence. Comment et pourquoi Oui, aujourd'hui est-il en prison? On veut le voilà, savoir. Les Français qui nous regardent veulent le savoir. Pourquoi cette personne, Stan Mayo, si connu sur les réseaux sociaux, dont on parle beaucoup, cet ancien gendarme, est aujourd'hui emprisonné, d'après vous, donc, bien sûr, pour des raisons fallacieuses. donc l'accusation officielle, c'est incitation à la désobéissance de militaires. Donc ça, ils ont lancé ça pour venir avec le GIGN le vendredi 13 août pour défoncer la porte chez des amis où on était de passage à ce moment-là pour venir l'arrêter. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le 30 novembre 2020, il sortait tout juste de prison pour une autre machination judiciaire pour laquelle il a été condamné, puisque forcément, il n'y a pas de justice en France, il faut le dire. Et donc, il a été accusé, nous avons été accusés d'un projet d'enlèvement de plusieurs mineurs pour rendre les enfants à leur mère. Bon, donc ça, c'est l'ancienne accusation où il a fait déjà 1 an et demi de prison ferme à Sainte puis à Poitiers-Bivonne. Et donc, il est sorti le 30 novembre 2020. Donc, à partir de là, il a été contacté le 13
il me semble, le 13 décembre 2020, par Éric Fiorilde pour rejoindre le CNT, le Conseil national de transition. Et il a accepté, il lui a… Éric Fiorilde, qui est aussi un personnage haut en couleur, assez sulfureux lui aussi, donc de la même veine, quelque part, que Stan Mayo, non? Oui, lui, le président, enfin, président d'honneur, je dirais plutôt, du Conseil national de transition pour proposer une Et qui a été arrêté transition. aussi, qui a été arrêté Oui, aussi. oui, il a été arrêté le 16 décembre, après qu'il a donné les commandes de la néopole de son CNT à Stan. Et donc 2 jours après, il a été arrêté. Et de toute façon, ce qui a entrepris Stan pendant son temps au CNT, c'est-à-dire 3 semaines en tout, c'est qu'il il a appelé des soutiens à présenter leurs vœux aux gendarmes et aux policiers pour la fin d'année, pour L'opération Chocolat. Opération Chocolat, qui a été relatée par la presse pour dire c'est honteux, c'est une incitation aux militaires à la désobéissance, n'est-ce pas? Pour leur présenter les vœux et leur apporter les petits chocolats pour la fin d'année. Donc le but était de faire un rapprochement entre les forces de l'ordre et le peuple, puisque le gouffre a été creusé depuis les Gilets jaunes, les manifestations, et aussi de rappeler aux gendarmes leur serment sacré de protéger le peuple et de ne pas accepter les ordres illégitimes venant de leur hiérarchie dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19. Donc Et ça, donc, donc ça suffit, ça, à le mettre de nouveau en prison pour la 5e fois, dites-vous. il faut croire. Puisque les faits sont là, il a été arrêté, il est incarcéré, c'est tellement ridicule. Alors en plus, il a Euh, été arrêté, vous allez nous confirmer, mais dans des conditions qui sont vraiment dignes d'un mauvais film, hein. Vous pouvez revenir sur ces conditions d'arrestation? mais il a été arrêté le vendredi 13 août 2021 à 6 heures du matin. Le GIGN défonce la porte, ils ont carrément fait un trou. Ils sont rentrés à je ne sais pas combien ils étaient, tout habillés en noir, forcément GIGN, armés avec cagoulés. Donc chez les amis, il y a une personne qui est handicapée, elle a eu la peur de sa vie, vous imaginez bien. Donc c'était assez musclé pour une opération qui était parfaitement légale. Enfin, si on dénonce un crime en cours avec toutes ces mesures soi-disant sanitaires, on doit le faire à qui? Alors ça, Aux effectivement. gendarmes. Aux gendarmes. Et Donc c'est tout ça, ce qu'il a proposé. Et puis voilà, c'est lui qui se trouve en prison. voilà. Et puis il y a eu également une course-poursuite, hein, qui a été rocambolesque, sur laquelle vous pourriez y revenir peut-être. Et non, sur ce coup-là, non, il a pas, quand le GIGN nous est tombé dessus, il n'a pas résisté, hein. Ouais, mais Mais c'est-à-dire, avant c'était le fruit, en tout cas, toute cette opération-là du GIGN, une opération qui a été effectivement, comme vous le dites, hein, une opération très musclée. Cette oui, opération faisait suite quand même à une course-poursuite qui avait eu lieu quelque temps auparavant. oui, ça durait déjà quelque temps qu'ils étaient sur nos traces et qu'il a déjà dû s'enfuir à plusieurs reprises parce que la première fois, c'était la BAC, la brigade anticriminalité, qui nous est tombée dessus, tout, on va dire, par hasard. Et puis après, oui, j'avais fait une petite vidéo pour annoncer comment ça s'est fait. Et puis après, sur un péage d'autoroute, il a dû s'enfuir aussi parce qu'il était attendu. Enfin, et finalement, ils nous ont tracé jusqu'aux amis. On était ce jour-là, le 13 août, et ils l'ont arrêté, voilà. Chez cette femme Donc c'était handicapée. Donc, vraiment, ils voulaient vraiment l'avoir, hein. C'était vraiment quelque chose alors, d'important pour eux, il faut croire. alors, d'après vous, Jeannette, pourquoi les forces de l'ordre, donc bien sûr conditionnées par qui on sait derrière, ont réagi de cette façon-là et avaient donc pour objectif, lui, de le choper et de le foutre en tôle?
Depuis décembre 2020, il a un nouveau mandat d'arrêt suite à cette opération chocolat, justement. Donc, quand on est en mandat d'arrêt, on est en clandestinité. Et donc, les forces de l'ordre, ils vont suivre les ordres. Et s'il y a une personne qui a un mandat d'arrêt, ils vont l'arrêter. Ils vont pas chercher à comprendre, à savoir quoi. Après, ils vont dire c'est la justice qui va déterminer quoi. Et ils vont faire juste leur job, comme tout le monde. Mais Et il s'est produit ce qui s'est produit. le fait que ce soit un ancien Maintenant, gendarme, il faut est-ce dire que le que... fait, Jeannette, que ce soit un ancien gendarme, Stan, est-ce que ça ne pouvait pas le protéger, je dirais, entre guillemets, un peu? Allô? Mais non, parce que c'est tout un système. C'est tout un système, c'est pas... Vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend très bien. Allô, vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Oui, oui. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Ah. Non, Oui, donc c'est tout un vous dites que système, c'est un système. c'est pas... Mais oui, pour arrêter une personne, c'est toute une dispositif qui se met en place. Il ne s'agit pas d'une personne, c'est tout un groupement de personnes qui sont là comme un seul homme pour arrêter une personne. Donc, même si dans le groupe, il y a toujours des personnes qui disent, bon, mais je serai peut-être plutôt... j'agirais dans sa faveur, mais dans l'absolu, dans le groupe, on peut pas faire autrement. Enfin, je comprends parfaitement que ça se produit comme ça s'est produit. Il n'y a pas de, il Alors, y a rien de je bizarre me pour moi permets de. dans son arrestation, parce que vous, pour vous, c'est bizarre qu'il se fait arrêter par des anciens collègues, si vous voulez. Je ne dis pas ça. Je ne me permets pas de juger, encore une fois. Mais c'est vrai qu'on a du mal à croire qu'un ancien gendarme comme lui ait pu aller 5 fois en prison, quand même. C'est complètement dingue, cette histoire. Eh oui, eh oui, c'est complètement dingue. Mais oui, c'est, il aura beaucoup de choses à dire, hein. Et si vous permettez, j'aimerais lire cet article du Code de l'intérieur, de Code de sécurité intérieure, parce que c'est dans cet article 343 R 434-5 où est défini que les gendarmes, ils ne sont pas obligés du tout d'obéir à des ordres qui sont illégaux. Donc, vous me permettez que je lise ce T'en petit prie, passage du début. t'en Donc, prie. le policier ou le gendarme exécute loyalement et fidèlement les instructions et obéit de même aux ordres qu'il reçoit de l'autorité investie du pouvoir hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. C'est clair, hein? Ça paraît clair. Après, on Oui. n'est pas rentré dans la mécanique des chefs d'inculpation. Lui, en tout cas, il estime son combat politique légal et donc il estime qu'il était dans son droit. Il estime que son arrestation est complètement arbitraire. Il estime qu'il est en prison complètement par erreur et qu'il paye cher son engagement politique. C'est bien cela, tout cela? Mais oui, parce qu'on est dans le cadre des mesures sanitaires, c'est-à-dire tout ce qui nous a été imposé, port du masque, confinement, maintenant vaccination. Il dénonce un crime contre l'humanité. Il va jusqu'à là. Mais pour savoir si il a raison ou pas, il faudra déjà pouvoir établir la manifestation de la vérité. Et c'est là où tout bloque au niveau judiciaire. C'est-à-dire les magistrats veulent bien vite juger, mais avant tout, leur première mission, la première mission de la justice, c'est établir la manifestation de la vérité. C'est pour ça qu'il a laissé, quand il était en garde à vue à Vichy, il a laissé toute une liste de médecins, de scientifiques et de juristes aux enquêteurs, parce que pour pouvoir le condamner pour
incitation à la désobéissance militaire, il faudra déjà savoir si il s'est trompé à ce point, ou est-ce que la vérité et l'intérêt public n'est pas ailleurs. Et c'est ça qu'il faut quand vous dites pouvoir. l'intérêt public n'est pas ailleurs, vous pensez à quoi exactement? Mais c'est-à-dire, est-ce qu'on a raison de vacciner les personnes maintenant? Est-ce que c'est un intérêt public ou est-ce que c'est pas inversé? Est-ce que l'intérêt public n'est pas complètement inversé? Parce qu'il faut toujours commencer au début de l'histoire. Il ne faut pas prendre les choses au milieu comme ils aiment faire les magistrats. Il faut déjà établir la manifestation de la vérité. Et avec cette incitation à la désobéissance de militaires, déjà, c'est pas répréhensible par la loi. Parce que c'est comme, voilà, c'est écrit dans cet article, c'est prévu par la loi. Donc, ils ont fait exprès forcément de dire incitation militaire, ça sous-entend presque que c'est l'armée, c'est un putsch, donc c'est un renversement violent. C'est ce qu'ils aimeraient bien lui mettre sur le dos, comme si c'était quelqu'un de violent, et c'est pas du tout ça. C'est-à-dire, il est réprimé très sévèrement pour ces méthodes pacifiques et pacificatrices. Donc, il y a quand même un contraste de tout ça. En plus, tout ça se base sur des mensonges, parce que nous, tout ce qu'on fait, c'est d'essayer d'apporter des informations aux policiers et gendarmes. Enfin, c'était l'opération Chocolat, c'était ça, de leur donner les informations pour pouvoir faire leur choix et à la limite de faire une opération de police à l'échelle nationale, une opération de police, pas un putsch. Et ça, c'est le cadre de la loi. Seulement, le problème, c'est que dans notre système, c'est les magistrats, c'est les premiers qui ne respectent pas la loi. Donc après, on est un peu perdu. Après, ils répondent effectivement aux directives qui viennent du parquet, bien entendu, et ça, on le sait. Alors, je voulais vous poser la question. Vous êtes revenu sur les 2 derniers chefs d'inculpation, on l'aura bien compris. Il est de mon devoir de vous demander les 3 premiers. Pourquoi les 3 premières fois a-t-il été en prison? La troisième fois, c'était dans l'affaire Vincent. C'était toute cette histoire qu'on a rencontrée en 2006, où il a essayé de protéger un enfant de 10 ans qui témoignait des agressions sexuelles. C'est là où tout notre combat contre la protection institutionnelle de la pédocriminalité a commencé. C'était cette histoire. Et pour cette histoire aussi, il a été condamné à 1 an de prison ferme, qu'il n'a jamais fait d'ailleurs, parce à partir de ce moment-là, il est parti en clandestinité. D'accord. Parce qu'il avait estimé qu'il devait mettre le témoignage de l'enfant sur Internet, et la seule chose pour pouvoir protéger l'enfant à cette époque-là, c'était de rester libre et de pouvoir mettre le témoignage en ligne. Et d'ailleurs, ce témoignage est toujours en ligne. Et quand vous dites il a choisi la clandestinité, c'est-à-dire qu'en gros, vous êtes parti donc dans un autre pays très loin de la France. C'est-à-dire, en 2007, quand il est sorti de prison, après l'affaire Vincent, il était incarcéré en détention provisoire 3 semaines, 3 semaines de grève de la faim. Et quand il est sorti, il a décidé de partir en clandestinité. Et à l'époque, il se disait, bon, combien de temps ça va durer? 1 semaine, 1 mois, 1 an? Parce que pratiquement, on ne peut rien faire en clandestinité, mais il a fait ce qu'il devait faire pour protéger un minimum, on va dire, l'enfant, pour pouvoir mettre son témoignage en ligne. Et finalement, ça a duré jusqu'à 2019, sa clandestinité.
où ils nous ont arrêtés. Il était où concrètement? Alors, Il était, la plupart du temps, on était en Europe, on était un peu partout. On était en France, on était dans d'autres pays européens aussi. Et en 2015, on avait décidé de partir au Venezuela en tant que précurseur pour demander l'asile politique là-bas et aussi pour trouver une issue pour toutes les personnes qui cherchent une issue pour les enfants violés en France ou ailleurs, parce qu'il n'y a pas d'issue en France pour ces personnes-là. Il n'y a pas de justice. Le Venezuela, d'après vous, et à l'époque, c'était un pays qui aurait pu et aurait dû vous protéger, ce qui n'a pas finalement été le cas. Ça n'a pas été le cas, mais ça aurait dû, ça aurait pu. Effectivement, après, Hugo Chavez était mort en 2013. Effectivement, à partir de là, c'était trop tard. Parce que Nicolas Maduro n'était pas, même s'il prétend être le successeur, enfin il est le successeur, mais c'est plus la même politique et c'est finalement, après nous, le gouvernement suit plus la même ligne que Hugo Chavez à l'époque. Donc on a essayé, on est allé au bout des choses, on est allé jusqu'au Venezuela. On a eu énormément de difficultés à rentrer en contact avec le gouvernement et finalement, Stan a été arrêté par Interpol le 10 juillet 2019, extradé en France le 4 décembre 2019. Et finalement, pour cette histoire qui date de 2012, de projet, hein, projet d'enlèvement de 3 mineurs pour les rendre à leur mère. Il avait pris finalement en appel, après il avait pris 2 ans de prison ferme avec 2 ans avec du sursis. C'est-à-dire maintenant, il y a encore ces 2 ans de sursis qui courent aussi. Comme ils ont cette nouvelle accusation d'incitation à la désobéissance de militaires, ils veulent faire tomber aussi ces 2 ans de sursis. Et il y avait déjà un procès où ils ont décidé, il n'y avait pas d'avocat, il n'y avait personne, de lui appliquer les 2 ans. Bon, il a fait appel le 24 novembre. Il y aura une décision en appel qui va venir au tribunal de Bordeaux. Mais déjà, Stan, il ne va pas être extrait pour être présent. L'audience ne va pas être reportée. Et j'ai un peu l'impression que là, les magistrats, ils font un peu leur sauce dans leur coin. Ils font ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, parce que pour le grand public là, qui nous regarde, concrètement, ça veut dire quoi ce que vous dites là? C'est-à-dire, ils veulent faire tomber ces 2 ans du sursis pour l'ancienne affaire. C'est ça. Où le sursis courait jusqu'à là. Ils veulent déjà le garder 2 ans de prison pour ça. Après, on parlera d'incitation aux militaires. Mais tout ça, ça a été des machinations judiciaires. Hein. Il y a sur Internet, vous pouvez voir le procès le 31 janvier 2020. Il y avait le procès à Saintes. Il y avait des personnes qui étaient au tribunal. C'était encore au moment où il y avait des personnes qui pouvaient venir au tribunal sans limitation en nombre. Et les personnes, ils ont noté des questions des juges, sa réponse. Donc, ça a été retranscrit vraiment. Et on peut vraiment très bien voir de quoi il s'agit. Et les personnes, les personnes qui étaient présentes, ils étaient très choquées. Ils disaient, mais il doit sortir là tout de suite. Il y a pas le moindre élément pour le garder. Mais c'est pas grave, hein, parce que donc, si les juges, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Si je vous suis bien, Jeannette, là, il est en prison, malheureusement, pour longtemps, parce que non seulement il n'a pas purgé la peine encourue pour laquelle il est incarcéré là à l'heure actuelle, mais visiblement, en plus, les sursis des peines précédentes risquent de tomber. Donc, oui, non, mais moi, je ne suis pas aussi catégorique que vous, heureusement, parce que tout ça, c'est des pures inventions. Ça, je veux dire, ça ne correspond à aucun cadre légal, en réalité. Ils ne devraient même pas être mis en accusation avec ce qu'ils ont. Là, j'ai demandé à Jean-Pierre Joseph, l'avocat de Grenoble, qui a reçu le dossier,
est-ce que vous avez pu lire quelque chose de répréhensible par la loi? Ben, il dit non, c'est une bulle vide. Mais c'est comme d'habitude, c'est vide. Le dossier, il monte un dossier énorme, mais c'est vide, il n'y a rien dedans. Mais ça ne les empêche pas de condamner les gens. Et je dirais, tout est possible. Hein. La dernière fois, il y avait quand même beaucoup de soutien populaire qui fait que de 5 ans de prison ferme, ce qui était prévu initialement pour lui en 2018, quand il était jugé par défaut, ça a quand même fini en appel avec 2 ans et avec 2 ans du sursis. Donc, ça a quand même un effet, jusqu'à là, en tout cas, ça a eu un effet. S'il y a beaucoup de personnes qui crient au scandale, ça les a gênés quand même. Et donc, c'est vrai, là, il encourt une peine qui peut aller jusqu'à 10 ans de prison, mais pratiquement, ça peut aussi bien se passer autrement. Et heureusement, moi, je veux rester positif parce qu'il n'y a absolument rien dans ce dossier ni dans l'autre. C'est comme d'habitude, c'est des machinations judiciaires pour neutraliser les gêneurs. Alors, quand on est la femme, comme vous, d'un prisonnier dit politique, en tout cas à vous entendre, C'est ça. on fait comment pour tenir justement? Est-ce qu'on n'a pas des phases de découragement où on a envie vraiment de tout laisser tomber, y compris, et on le voit malheureusement, pour avoir fait de nombreux reportages en prison, on le voit que les femmes, au bout d'un moment même, baissent les bras elles-mêmes. Elles ne soutiennent plus leur mari, même si elles sont convaincues vraiment de l'innocence de celui-ci. Vous irez jusqu'au bout. Hein. C'est vraiment le sentiment qu'on a. Ah non, mais moi, je ne peux pas faire autrement. C'est impossible. Je ne sais pas comment font les autres, mais je peux pas. Moi, je peux pas faire autrement. Mais c'est impossible. Je veux dire, on sait qu'il y a une personne qui est en prison, qui est innocent et surtout incarcéré pour la bonne cause. Je veux dire, si on laisse ces personnes-là, ça va terminer où? Ça va nous toucher, nous. Ça va toucher chacun entre nous. Ça vient toujours plus près de nous si on ne s'occupe pas de ce qui se passe pour les autres. C'est une évidence. Donc, on ne peut pas laisser progresser le mal. On ne peut pas laisser faire. Moi, je ne comprends pas ces gens-là qui, par pression, se laissent intimider. On ne peut pas laisser faire ça. Même si je ne vous cacherai pas que je passe par des moments de désespoir aussi, mais on n'a pas le droit, on n'a pas assez du luxe, on va dire. C'est de baisser les bras, de dire je suis fatiguée, j'en peux plus. Ouais, d'accord. Bon, c'est passager, on oublie parce que c'est pas moi. Je vais pas me victimiser moi. C'est lui qui en souffre. C'est lui qui est entre leurs griffes. À leur merci, ils peuvent lui faire ce qu'ils veulent. Et là, vraiment, il n'est pas dans des conditions de détention normales non plus, parce qu'il est dans une sorte d'isolement où il sort dans un petit stade 2 fois par semaine, donc il ne voit même pas vraiment le jour. C'est lui qui en souffre, même lui aussi, il garde le moral, parce que de toute façon, si on garde le moral, on a déjà perdu d'avance. C'est ça. Alors, Jeannette, est-ce que vous avez l'occasion de le voir? Ça, c'est très important de savoir ça. Oui, Et, je ne sais pas, moi, je suis la seule qui à l'heure actuelle peut le voir, mais j'ai entendu là effectivement qu'il y a une autre personne qui a réussi, qui le connaît absolument pas, qui a réussi à avoir un parloir, parce qu'on a le problème il n'arrive pas de parler par téléphone ni à ses avocats ni à personne. Par contre, pour accepter des parloirs, ça a l'air plus simple. Bon, c'est déjà ça. Quand vous dites par téléphone, de toute façon, j'imagine bien qu'il n'a pas la téléphone. Il n'a pas le téléphone dans sa cellule. Si, depuis le Covid maintenant, ils ont plus le téléphone dans le couloir. Ils ont installé des téléphones dans toutes les cellules. D'accord. Ça, c'est nouveau depuis le Covid. Oui. D'accord. Alors, on va revenir progressivement sur cette rétroactivité des événements. On a vu protection de l'enfant, et de ce fameux enfant, il a été en prison. Ensuite, projet d'enlèvement de mineurs pour les protéger, bien entendu, on l'aura compris, il a été en prison. Incitation à la désobéissance de militaires, il a été en prison. Ça, c'est 3. Il en manque 2. Les 2 premières, en fait, c'était à cause de quoi? Et après, les 2 autres, c'était, avant qu'on se connût, c'était qu'il avait son entreprise à La Réunion, sur l'île de La Réunion.
Et il avait son entreprise de protection de biens et des personnes. Il a révolutionné la sécurité privée avec son entreprise. Il a apporté une vraie sécurité aux petits commerçants et des personnes qui vivaient dans un périmètre de la Réunion, là où En fait, son concept consistait à protéger un périmètre où il y avait 2 personnes en moto qui circulaient en permanence dans un quartier. Donc, quand c'était le début, quand les téléphones portables sortaient, donc quand il y avait une personne qui avait un problème dans une boutique, restaurant ou quoi que ce soit, il appuyait sur un bouton, ça arrivait tout de suite sur le portable de l'équipe qui était sur place. Donc, c'était pas la peine d'appeler la gendarmerie qui peut-être va venir, peut-être pas, des heures plus tard. Non, l'équipe était déjà sur place et intervenait donc en flagrant délit. Des Et alors, agressions qu'est-ce qui s'est ou passé? tout. Pourquoi a-t-il été en prison? Ben, comme il faisait trop bien son travail, c'est pareil. Il faut pas croire que la sécurité des Français est voulue par le pouvoir politique. Non, l'insécurité est prévue. Et comme lui, il assurait une sécurité et c'était pas ce qui était prévu par la politique, même s'il prétend tout le contraire. Ben, on lui a ruiné, on l'a ruiné 3 fois. Il a dû reconstruire son entreprise 3 fois et il a été même incarcéré pour organisateur d'un groupe de combat. C'est-à-dire, lui, avec ses employés, 20 employés qui étaient parfaitement déclarés à la préfecture, tout était parfaitement en règle. Il était accusé d'organisateur d'un groupe de combat, mais bon, après, le problème, c'était que, bon, organisateur d'un groupe de combat, mais c'est où le groupe déjà? Parce qu'il y a un groupe de danseuses, ils sont où les danseuses? Il faut des D'accord. Donc, ça, danseuses pour faire un groupe. Et donc, il n'y avait pas. Donc, c'était lui tout seul donc pour être pour pour vous, être ce, là aussi à La Réunion, donc il a été incarcéré. Bon, après, moi, je n'ai pas de parti pris là-dedans, hein. Je laisse le public seul juge par rapport à ce que vous dites, bien entendu. Et encore, le public n'a pas tous les éléments du dossier, mais en tout cas, ça nous donne un peu la couleur d'ensemble. Et très rapidement, parce que j'ai d'autres questions à vous poser, mais la dernière fois où il a été incarcéré, c'est pourquoi? Parce que 5 fois, c'est quand même beaucoup. la première fois, ça me sortit là maintenant, c'était encore, je pense à La Réunion. Ça me D'accord. sortit de l'esprit, ouais. D'accord. En tous les cas, donc aujourd'hui, on l'aura bien compris, une situation extrêmement préoccupante, à la fois pour lui, mais également pour vous, forcément, qui vivez à ses côtés, mais maintenant forcément à distance, depuis maintenant presque 16 ans. Vous avez passé donc Plus que ça. une partie de ce temps vraiment à vivre par procuration, je dirais. Comment vous arrivez à entretenir, disons, ces rapports alors que vous venez de le dire finalement, vous n'arrivez pas à le joindre, les téléphones sont extrêmement compliqués, les Moi, parloirs. oui. Pour moi, il n'y a aucun souci. Moi, je peux recevoir ses coups de fil parce que c'est lui qui doit appeler, c'est pas moi. C'est lui qui appelle. Donc, moi, je suis la seule personne qui l'a autorisé d'appeler. Il À a quel même rythme, pas à quel rythme vous l'avez, à quel rythme? quand il veut. Quand D'accord. il veut. Il n'y a pas de limitation. Il peut parler avec vous toute une partie de la journée, il n'y a pas de problème. S'il a l'argent, hein, après, c'est le compteur, hein. C'est limité par l'argent. Parce que c'est pas moi qui peux appeler, c'est lui qui doit appeler. Donc, c'est assez cher. Mais il n'y a pas de limitation dans le temps. Et le seul problème, c'est que maintenant, plus que 2 mois après son incarcération, il n'a jamais encore pu s'entretenir avec ses avocats. Donc, il ne sait pas de quoi. Ça, c'est un élément moteur. Effectivement, un élément très important que vous nous livrez là sur la Une TV, c'est qu'il n'a pas eu le droit de s'entretenir avec ses avocats. Oui, mais il n'y a aussi aucun avocat qui dit bah, il y a un problème. Enfin, c'est hallucinant. Moi, je suis la seule personne à qui il peut téléphoner. Bon, c'est bien, mais quand même, téléphoner à un avocat, c'est quand même la base aussi. Et je ne comprends pas pourquoi il ne peut pas appeler ni Maître Joseph, ni Maître Danglian, parce que ça, c'est les 2 avocats qui ont
défendu Stan dans la précédente affaire. Et là, au jour où nous parlons, il a pu appeler Maître Joseph une seule fois quand il est rentré en prison. Et après, c'était fini. Donc, il ne sait absolument pas qu'est-ce qu'il y a dans son dossier. Il ne sait absolument pas qu'est-ce qui se passe. Alors justement, que disent les avocats à ce sujet? Parce que vous pouvez les appeler, vous devez les harceler, vous devez leur demander qu'est-ce qu'il y a dans le dossier, qu'est-ce qu'ils vous disent, les avocats? Ils me disent rien. Ils me disent rien. Et aussi, donc c'est un problème d'avocat. Pourquoi ils ne changent pas d'avocat? Il y a bien des avocats qui veulent, en tout cas on lance un appel. Est-ce qu'il y a des avocats qui nous regardent, qui sont très sensibles à ce que dit Jeannette là sur ce plateau de Ondes de choc de la Une TV? Est-ce qu'il y a des avocats qui veulent se manifester, peut-être l'appeler Jeannette pour proposer leur service et donc se dire cet homme peut-être mérite d'être, en tout cas peut-être qu'il a, alors vous avez un point de vue sur la question. Peut-être que la justice en a un autre, peut-être que la vérité est au milieu. Moi, je n'ai pas à juger, vous voyez ce que je veux dire. Je ne fais que mon travail de journaliste à travers ça. Mais en tous les cas, il doit être défendu, cet homme, Stan Mayo. Il ne peut pas rester comme ça, dans ces conditions si difficiles, en détention, alors que, comme vous dites, il a été incarcéré plusieurs fois et il se retrouve quasiment dans un stade de maison d'arrêt où ce que vous disiez en début, et vous allez me le confirmer, les gens viennent 3 fois par nuit pour vérifier s'il ne s'est pas suicidé dans sa cellule. Donc, c'est des choses énormes qui sont en train de se passer là. Il devrait être défendu, au moins, quoi. C'est le minimum. Oui, parce que aussi on a le souci financier, c'est-à-dire s'il y a des avocats, des fois quand on me dit qu'il y a des avocats qui défendent gratuitement des personnes pour des belles causes, je suis preneur. Hein. Sinon, effectivement, j'en profiterai aussi de faire un appel, si vous me permettez, un appel au soutien, un appel à la solidarité et un appel aussi aux aides financières parce que le maître d'Angléon, il m'a annoncé une chiffre de 3 500 € déjà. Et là, comme je lui avais communiqué que c'est compliqué et j'ai du mal à le joindre. Donc, c'est vraiment un problème. Les finances, c'est un problème déjà pour pouvoir tenter aller en justice. Il faut avoir les moyens à notre époque. Sinon, s'il y a d'autres personnes qui se proposent, voilà, je suis là. Oui, parce ça m'intéresse. En fait, on aura compris derrière ce que vous dites là, ce qui est terrible, c'est qu'il y a un appel de fonds qui a été lancé donc par cet avocat que vous devez, de ces fameux 3 500 € que vous n'avez pas honoré pour des questions qui vous incombent et qui sont personnelles. Et puis non, je veux bien, mais à l'heure où nous parlons, j'ai pas cet argent. Donc, bah oui, non seulement ça, mais en plus l'avocat n'a pas fait grand-chose jusqu'à présent, d'après ce que vous dites. Mais si, il faut dire que Maître d'Angléon, dans la précédente affaire, il a fait un excellent travail de pénaliste. C'est important. Ça, c'est important de le souligner. Le travail a été fait. Ça, il faut le dire clairement. Le travail a été fait. Dans la précédente affaire. Mais là, concrètement, sur celle-ci, en l'occurrence, parce que je ne sais pas, les spectateurs qui nous suivent ont entendu aussi bien que moi ce que vous dites. Dites en gros, lui, Stan, il n'arrive pas de sa prison à avoir du soutien, en tout cas juridique, un avocat à qui il puisse parler. Les avocats ne se manifestent pas. Vous, quand vous les appelez, vous dites, ils vous disent finalement, il n'y a rien dans le dossier, mais on ne peut rien faire. Donc finalement, c'est le serpent qui se mord la queue un peu, non? C'est-à-dire, Maître d'Angléon, il n'a pas encore le dossier, mais effectivement, de notre côté, je comprends aussi pour faire le travail qu'il a fait dans la précédente affaire, ça nécessite du temps, donc de l'argent. Et tant que ça n'est pas fait, il ne va pas se déplacer. Et comme il n'arrive pas de communiquer par téléphone avec Stan, il faudra un déplacement qui sera déjà assez cher puisqu'il faut qu'il vienne de Paris. Donc, et pourquoi il ne prend pas un avocat commis d'office? Les avocats commis d'office, on n'a pas du tout confiance. Vous savez, c'est pas évident d'avoir un avocat qui tient la route, qui est intègre et honnête. C'est de chercher. Faut chercher aujourd'hui en France pour trouver un avocat qui simplement fait son travail. C'est pas une évidence. Hein. Beaucoup de personnes prennent juste de l'argent pour enfoncer.
pour pas défendre la personne, surtout dans les affaires de pédocriminalité ou des affaires de genre de Stan. C'est pas du tout une évidence. Hein. Déjà, si on trouve un avocat qui est prêt à défendre ça, on est chanceux. C'est-à-dire un avocat qui fait pas juste semblant de défendre. Parce que la norme, elle est là. Malheureusement, on est à ce stade. On n'est plus défendu. Les avocats, ils prennent de l'argent, mais c'est pour rien dire. Ou au contraire, enfoncer la personne. Mais il y a bien d'autres personnes qui ont déjà témoigné de ça. Toutes les mères qui ont ces problèmes avec les enfants violés, ils trouvent pas d'avocat pour défendre leur cause. Hein. Les avocats disent non, votre dossier, j'en veux pas. Hein. Non, cherchez un autre. Ouais, parce que ça pue tellement finalement que les avocats ils ne souhaitent pas rentrer dans ces mécaniques-là en fait. Pédocriminalité et tout ça, c'est sûr que ça rapporte pas, ça consomme beaucoup de temps, d'énergie, et puis in fine, bien entendu, on l'aura compris et on l'aura vu à travers les nombreux cas qui se présentent aujourd'hui. Eh bien, les avocats plaident pour rien parce que la cause est jouée d'avance. Ben oui, parce que le système est pourri. C'est pour ça. Parce que la cause, elle est belle et la cause nécessite d'être défendue. Et il faut. Sinon, sinon on est déjà en enfer. Hein. Sinon, il n'y a plus rien qui a un sens. Il faut quand même défendre les causes qui sont justes. Si on défend que des causes qui intéressent personne, des affaires de voisinage, s'il y a un arbre qui va sur la propriété de l'autre, enfin ça, là, il y a justice, hein, il n'y a pas de problème. Là, la justice peut être appliquée, mais dans des affaires qui vont très en profondeur des problèmes sociétals comme la pédocriminalité et sa protection institutionnelle, là, c'est toute une autre histoire. Et effectivement, les avocats, ils ne veulent pas se faire virer de l'ordre des avocats non plus. Alors, on l'aura compris à travers votre charmant accent germanique, vous êtes d'origine allemande. Est-ce que vous pensez qu'en Allemagne, par exemple, pour prendre ce cas de figure-là, la justice est plus droite, entre guillemets, si vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois ce que vous voulez dire, mais pas du tout. Pas du tout? Pas du tout, parce que C'est pareil? ça fait 15 ans maintenant qu'on est en quête sur pour comprendre aussi à quoi on est confronté. Et au départ, c'est effectivement quand on était confronté à l'affaire Vincent, je me suis dit, bon, ok, il n'y a pas de justice en France, mais j'imagine pas que ce soit pareil en Allemagne. Et là, c'était 2006-2007. Maintenant, avec les enquêtes que nous avons fait à la suite, je sais que il y a justice, si vous voulez, nulle part. Hein. Dans ces cas-là, il n'y a ni en Allemagne, ni en Belgique, ni en Hollande, ni en Italie. C'est pareil partout. La seule chose qui change en Allemagne, c'est que les illusions se gardent mieux. C'est-à-dire, en Allemagne, quand on a un problème sur la route, on appelle la police et la police vient. Donc, on a l'impression que le système fonctionne. Enfin, en tout cas, jusqu'à là, avant le Covid, je dirais, parce que maintenant, tout le monde est en train de se réveiller sérieusement. Mais jusqu'à là, en Allemagne, on avait vraiment du mal à comprendre dans quelle société on vivait. On pouvait vraiment croire que c'était des dysfonctionnements, qu'il n'y avait pas de système derrière tout ça. En Allemagne, c'est mieux gardé. Les apparences sont mieux gardées, oui. Mais c'est la seule différence. Ça, c'est intéressant de le savoir. Et puis, l'une de mes toutes dernières questions, parce que malheureusement, on arrive déjà au terme de cette émission. J'ai demandé du reste au public de réagir et bien sûr de vous soutenir, ce qui est normal à l'occasion de cette émission, puisque on vous sent vraiment non seulement très remonté contre la justice française aujourd'hui, et ça, on peut le comprendre à travers toutes vos démonstrations là, pendant ces 45 minutes passées ensemble, mais également assez, je veux dire, isolé dans votre coin, puisque vous vivez forcément de briques et de broc, et aujourd'hui, financièrement, matériellement, c'est extrêmement compliqué et difficile pour vous. Et puis, effectivement aussi, parce que vous êtes loin de celui que vous aimez, Stan Mayo, et vous vivez donc un véritable calvaire maintenant depuis quelques années.
ce calvaire, il va se terminer quand, Jeannette? Est-ce qu'il va se terminer? Ben, je crois Vous êtes croyante, maintenant. vous êtes croyante et il est, lui, Stan, ou pas? Pas du tout. Non, on n'est pas croyant dans le sens d'adhérer à une religion, mais ça ne veut pas dire qu'on est athée dans le sens de croire en rien. On a notre propre croyance, on a notre propre hypothèse. D'ailleurs, Stan est en train d'écrire un livre en prison, là, qui s'appelle Le piège de Lucifer, où il va finalement expliquer tout ça, tout du comment, du pourquoi, à quoi nous croyons et pourquoi on est dans cette configuration, qu'est-ce qui est en train de se passer, quel est l'enjeu en profondeur vraiment. Et ça va être vraiment très intéressant. Parce qu'il y a une justice terrestre et puis une justice divine. Alors même si vous n'êtes pas croyant, comme on peut l'entendre au sens propre du terme, en tout cas, vous avez votre propre croyance qui vous permet justement de vous évader un peu dans votre tête, en tous les cas. Oui, absolument. De toute façon, c'est un combat du mal contre le bien, comme aime dire Stan dans cet ordre-là, le mal contre le bien. Et ce combat est de plus en plus visible maintenant, avec ce qui se passe avec toutes ces mesures sanitaires, dites sanitaires, que chacun doit se positionner, chacun doit choisir son camp. C'est plus le moment de dire je suis neutre, comme ils aimaient dire comme aimaient dire les gens avant, de dire je suis neutre, je suis comme la Suisse, je suis ni droite ni gauche, je suis neutre. Que la Non neutralité, aligné, non aligné. la neutralité, elle n'existe pas. Maintenant, c'est le moment de choisir son camp. On est soit là, et ça c'est la bonne chose quand même. Maintenant que les choses deviennent plus claires. Ça fait du bien d'une certaine façon aussi de savoir à qui on a affaire. Parce que c'est vraiment la révélation qu'il y a la lumière. On peut plus se cacher derrière une soi-disant neutralité en choisissant camp. Voilà. Et donc j'ai une toute dernière question assez rapide. Mais vous, à titre personnel, vous n'avez jamais été inquiété par la justice? Ah bien sûr, j'étais en prison aussi. Vous avez été en prison. Oui, pour la même affaire d'ailleurs. Donc, association de malfaiteurs, en gros, non? Oui, enfin voilà, là c'est la même chose encore avec incitation à la désobéissance de militaires, c'est à la sauce de association de malfaiteurs, c'est pratique avec le CNT, enfin mélange de tout, c'est pratique. Mais avec le projet d'enlèvement de mineurs, c'est la même chose. Ils nous ont pendu une association de malfaiteurs. Et C'est-à-dire, c'est vous, toujours et vous, l'inversion des valeurs. ça s'est passé comment? Et parce que vous êtes forcé de le constater en tous les cas aujourd'hui, c'est une évidence, de nouveau en liberté, heureusement. Ça s'est passé comment, vous, votre détention? Vous l'avez vécu comment, en 2 mots? Ah, ma détention, moi, je l'ai vécu. Enfin, j'étais arrêtée avec violence dans la rue en 2012. Et il m'avait dit que j'avais pour 10 ans de prison. Je ne comprenais pas de quoi il s'agit à ce moment-là tout de suite, parce que je venais de faire une conférence de presse à Annecy à ce moment-là, et il y avait des gendarmes, etc. Et 3 jours après, ils me disent j'en avais pour 10 ans. Euh, et, euh, et finalement, j'étais incarcérée pendant 3 mois et demi à Saintes pour justement la même accusation pour laquelle Stan il a déjà fait 1 an et demi de prison ferme. Et ma détention, je l'ai vécue bien parce qu'il y avait beaucoup de soutiens qui se sont manifestés. C'est quand même, ça fait une sacrée différence, vous savez, quand on sait qu'on est soutenu. Quand les gens à l'extérieur comprennent, ils savent que c'est une machination judiciaire, c'est une enquête. Et, et on a les preuves, on a toutes les preuves sont là. Et c'est quand même impossible d'obtenir justice. Mais quand les gens le comprennent, ça aide. Et même si on est en prison, on le vit quand même bien. Et c'est aussi le cas de Stan maintenant. Puisque quand on peut se regarder dans une glace, on sait pourquoi on est là. On n'a rien à se reprocher. Au contraire, on est en mission pour le bien sur la planète. Mais arrivera ce qui arrivera, on le vivra toujours bien. Et forcément, encore mieux
si on peut le faire comprendre aux autres, et quand les autres se manifestent en disant oui, on a compris, on est avec toi, on est avec vous, c'est bon, là, on tient le coup, c'est sûr, ça aide énormément. Vous disiez tout à l'heure en début d'émission qu'il ne s'agissait pas d'une tentative de putsch, ce qu'il a voulu faire, même si ça pouvait, en tout cas de l'avis de la justice, y ressembler. C'est une des raisons pour lesquelles il s'est retrouvé en prison. Donc c'est extrêmement compliqué d'être un. Non, pas du tout. Même au niveau de la justice, ça ne pourra pas ressembler à ça, puisque déjà depuis 2009, il fait ses opérations de chocolat. C'est pas la première. Donc, il s'adresse depuis toujours aux gendarmes et aux policiers. Et tout ça, c'est dans le strict cadre de la loi. Ben, bien sûr. Donc, il n'y a absolument rien à leur reprocher. On l'aura compris, mais en tout cas, c'est leur interprétation à eux. Voilà, en tout cas, merci infiniment, Jeannette, d'être venue et d'avoir passé tout ce temps en notre compagnie. Je pense que vraiment les téléspectateurs ont été extrêmement sensibles. Je crois que de toute façon, de façon indirecte ou indirecte, l'adresse pour les dons en ce qui vous concerne seront donc notifiés sur cette émission avec les bandeaux qui vont à la clé. En tous les cas, bah, écoutez, tout notre soutien dans ces difficultés aujourd'hui. Et puis, on sait comme ça doit être compliqué, difficile, même si vous avez quand même un superbe message d'espoir. Et on tient à vous remercier parce que c'est ce que vous dites. Hein, quand on est sain dans sa tête, quand on y croit, quand on va au bout d'une cause, eh bien, on dort bien, même en prison. Ben oui, grâce à des personnes comme vous, on peut s'exprimer. Je vous remercie beaucoup et ça nous aide. Hein. On a besoin de ça. De tout cœur avec vous, Jeannette. Revenez chez vous, faites chez vous, chez nous. Ou chez nous, chez vous. Merci. Ou l'inverse. Ou les deux. Merci à vous, téléspectateurs. Allez, à demain pour un nouveau Onde de choc. Vous voyez qu'on invite du lourd et du très lourd.